Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en juin 2024 et c'est l'épisode 370. Apple a diffusé sa présentation d'ouverture de la WWDC, la conférence annuelle destinée aux développeurs, mais que tout le monde regarde quand même, et était très attendue dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pas de grande surprise dans cet événement, mais il a fallu attendre un moment avant même que le concept d'intelligence artificielle soit évoqué. Il l'a été avec sa propre rubrique, tel un nouveau produit, tel un nouvel OS, tel un nouveau système d'exploitation, avec une approche de communication. L'Apple Intelligence, c'est pratique, ça fait AI. On va en parler ensemble et puis on parle aussi du reste de l'actu tech avec TikTok, Starship, du nouveau pour la fonction Recall de Microsoft, la fonction dont on a déjà largement parlé dans de précédents épisodes. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien. Oui, malgré tout, comme quoi. Ça fait plaisir. De mon côté, un petit mot pour dire que je suis bien content d'avoir un petit appareil là qui me permet de me mettre en mute, de couper le son de mon micro, parce que parfois je vais avoir besoin de me racler la gorge, parfois de tousser, parce qu'évidemment, je suis enrhumé. Alors, les auditeurs et les auditrices ne le savent pas toujours, mais parfois, oui, on est enrhumé, on est malade. Et enregistrer un podcast quand on est malade, c'est jamais évident parce que ça vous fait déjà une altération de la voix, ça fatigue, ça abîme vraiment la voix. Le lendemain, on a un petit peu mal à la gorge aussi. Et puis, on fait des bruits un peu chelous. Je vais faire le maximum, ça devrait le faire. J'ai pris un Doliprane, tout va bien. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez, évidemment, mais surtout aussi qui nous soutenez. On va dérouler le tapis rouge pour des personnes qui ont accepté de nous soutenir depuis la semaine dernière. Il y a WakaTP, Estelle Van Preit et Jean-Charles Roger. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de soutenir Tech Café sur Patreon parce que Tech Café, c'est un podcast gratuit qui est financé par ses auditeurs. Vous l'écoutez parfois depuis très très longtemps, je le sais. Vous nous écoutez parfois depuis des années. Et toutes les semaines, on prépare, on réalise, on anime ce podcast avec une mission, vous fournir des infos utiles et de qualité sur les dernières tendances des nouvelles technologies dans un format pratique et convivial à écouter et à consommer durant vos journées, durant les moments où vous avez du temps de cerveau disponible, que ce soit dans les transports, pendant que vous faites du sport, du bricolage. Donnez-moi d'ailleurs des idées ou des témoignages de comment vous écoutez Tech Café, si jamais vous écoutez Tech Café dans des situations différentes de celle-ci. Donc en tout cas, si vous partagez ce constat, que vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de décrire, faites comme plein d'autres personnes, venez vous abonner sur patreon.com/techcafé et vous nous soutenez pour le prix à peu près d'un café par semaine, et en échange vous profitez d'un flux personnel que vous pouvez ajouter dans votre app de podcast pour écouter les épisodes sans la pub. Évidemment, c'est dans votre app de podcast habituelle, ça ne vous force pas à utiliser une application différente, vous avez juste un flux RSS que vous pouvez rajouter dans l'application que vous utilisez habituellement. Merci beaucoup à vous qui l'envisagez et qui avez accepté de nous soutenir. Et en attendant, merci aussi à celles et ceux qui déposent des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou sur Spotify avec des petites étoiles. C'est le cas de Hasdan qui a dit « Podcast pro avec de la haute techno et de la vulgarisation à la fois ». Moi je suis un geek, il écrit ça G33K, un geek, alors je comprends tout, ça va, vraiment agréable à écouter pour se tenir au courant de l'actu high-tech. Merci beaucoup à toi d'avoir déposé un avis. Les interactions sont très précieuses, ça peut passer sur les avis Apple Podcast, Podcast Addict ou les étoiles sur Spotify, mais elles peuvent passer aussi au travers de commentaires sur techcafé.fr ou même des échanges sur le serveur Discord. Le lien raccourci ne fonctionnait plus, je l'ai réparé. techcafé.fr/Discord, ça vous amène directement sur le serveur Discord que vous pouvez rejoindre et vous pouvez discuter entre vous et avec nous de tech, mais pas que. Et vous pouvez réagir aux épisodes. Et je sais que Guillaume, avec sa longue vue, surveille ce qui se passe dans la rubrique réaction au pluriel du serveur Discord, là où les internautes et les auditeurs aiment bien déposer leur petit retour en écoutant les épisodes. Et il y a notamment Steven40K qui réagit à l'épisode avec Luc Julia qu'on a diffusé en fin de semaine dernière. C'est un des inventeurs historiques de Siri. Il avait rejoint brièvement Apple. Il avait travaillé pendant pas mal de temps chez Samsung et il est désormais directeur scientifique chez Renault. Mais surtout, il a une qualité rare, c'est qu'il est auditeur engagé de Tech Café et surtout tellement engagé qu'il a accepté de répondre une nouvelle fois à notre invitation et à nous
nous donner un petit peu sa vision de l'avancée de l'intelligence artificielle. Et donc, Steven 40K, il n'était pas complètement d'accord avec l'invité. Il a réagi, hein, il nous a fait plusieurs messages dans Discord, Guillaume, que tu as regardé avec attention. Oui, mais il y a eu plusieurs retours cette semaine, hein, dont celui, d'ailleurs assez poétique, effectivement, d'Onustus aussi, que tu as vu passer, où il a illustré l'histoire de la chèvre et le chou avec Dali. Ah oui. Ça a beaucoup inspiré ce truc, c'est marrant. Et donc oui, c'est vrai, des points de désaccord parfois, effectivement, sur la question très complexe, hein, de la créativité des IA. Et puis, Steven 40K pose aussi une question qui découle de l'expression intelligence augmentée que Luc Juliet aime bien. Il demande si sa propre intelligence peut être augmentée avec un truc qui soit non intelligent. Et à ça, je réponds, bah oui, en fait, très simplement. Un bloc-notes et le stylo, ça augmente notre intelligence. Hein. Rien que la bien vu. mémoire déportée que ça constitue, la capacité de visualisation sur la mémoire, bah évidemment, bah voilà, les ordinateurs, tout ça, tout ce qui fait des calculs de passe, qui permet de faire des graphiques, tout ce que tu veux. Bon, voilà, c'est même le moyen de communication finalement, hein, puisque voilà, on peut réfléchir à plus de gens, plus vite, échanger plus de données, et ça accélère aussi le rythme des innovations. Donc en fait, on est déjà tous des humains augmentés par des trucs qui sont pas malins du tout, et de mon point de vue, et donc c'est vrai que j'ai une vision très low cost du transhumanisme, mais finalement, c'est presque déjà du transhumanisme, quoi. Hein. De mon point de vue, l'humain s'augmente depuis qu'il a des outils, en fait. Hein. Mais bon, je sais pas trop si ça répond à la question. Moi, je partage ta vision, en tout cas. C'est vrai que le smartphone, bien que smart évoque une intelligence, n'est pas plus intelligent, à mon sens, que de l'intelligence artificielle. Et pourtant, quelque part, ça a contribué à augmenter l'intelligence humaine. Donc, je rejoins ta vision, en tout cas, et ta vision sémantique, même. Ouais, bon, après, voilà, c'est un point de vue, effectivement, c'est aussi une question terminologique, sans doute, mais bon. C'est vrai. On a une autre question de Flobosso, qui est toujours un peu sur l'IA, mais plus du côté matos, lui. Il demande si les puces qui vont équiper nos prochaines machines IA, hein, nos futurs copilotes PC, tout ça, vont avoir une durée de vie réduite, parce que les calculs IA permanents demandés par les nouveaux outils vont beaucoup plus solliciter le matériel qu'un usage standard, hein, disons celui de base, un bureautique web, hein, qui couvre une très grande partie du temps d'utilisation. Alors, non. Pourtant, oui, les copilotes PC. Merci pour cette question cette réponse très claire. À supposer que les fonctions IA soient fréquemment utilisées sur un copilote PC, comme la génération d'images, de textes, tout ça, tout ce que vous voulez, bah oui, ça va demander beaucoup plus de calcul. Et on peut s'attendre à l'avenir à ce que le grand public, finalement, utilise une quantité brute de calcul qui soit beaucoup plus grande qu'auparavant. Mais c'est pas bien grave, parce que finalement, les puces sont faites pour calculer, et elles seront en particulier faites aussi pour ces calculs IA qui sont, dans l'absolu, relativement légers par rapport à des entraînements de gros modèles de langage, tout ça. Et en fait, c'est tout l'objectif des NPU. Le NPU, il est censé faire ce boulot plus efficacement, en termes énergétiques, hein, que le CPU ou le GPU. Donc un CPU prévu pour, finalement, devrait chauffer beaucoup moins qu'un CPU standard, et moins longtemps aussi qu'un CPU standard pour faire la même chose. Dans l'absolu, oui, les CPU vont travailler plus, et peut-être chauffer aussi légèrement plus qu'avant, et consommer aussi un tout petit peu plus, mais si tout se passe comme prévu, on va dire, pas tant que ça. Je mets quand même au conditionnel, parce qu'on n'a pas encore pu vraiment mesurer en pratiquant ce surcroît d'efficacité, à quel point ça chauffe, à quel point c'est rapide, tout ça, on le pourra évidemment dans un avenir proche, hein, on pourra mettre des chiffres précis là-dessus, mais bon, disons que ce mini surcroît d'usure va pas changer grand-chose. Un processeur, c'est un composant qui est plutôt robuste. Perso, j'en ai qui ont plus de 30 ans et qui marchent encore, hein, à condition de les utiliser comme prévu, c'est-à-dire de leur gamme de température favorite, hein, voilà, un processeur qui chauffe normalement, a une durée de vie qui est en général très supérieure au rythme de renouvellement naturel, on va dire, du matos. Donc on change très rarement de l'ordinateur parce que le CPU grille, c'est possible. C'est possible, mais bon, il faut vraiment l'overclocker pour comme un terroriste, quoi, hein, pour que ça arrive. Donc, pas d'inquiétude sur la durée de vie des puces IA, en gros, vous aurez sans doute envie de changer de PC bien avant que le CPU ne rende l'âme. C'est bon, vous pouvez investir avec des processeurs. Un dernier mot aussi d'interaction avec Oyaju, ou peut-être il faut dire Oyaju, je sais pas, je dirais bien Oyaju, moi, qui réagissait évidemment à l'interview avec Luc Julia, mais aussi qui dit, je cite, pour commenter sur l'inquiétude de Guillaume Poggiaspala sur les adolescents, personnellement, moi, ce sont les boomers super spreaders comme ma maman qui m'inquiète. Après le précédent numéro de Tech Café, au lieu de mettre son dernier mail forwardé d'Infox directement à la poubelle, je suis allé voir la source et sans grand doute possible, c'était un site fumeux rempli d'articles fumeux, très probablement rédigés par un LLM, et derrière lequel je soupçonne un agent étatique d'un vaste pays qui ne nous veut pas du bien. Est-ce que, Guillaume, il faut s'inquiéter de l'infox de la maman d'Oyaju ? Oui, mais de toute façon, il a raison. Hein. Moi, c'est vrai que je disais que je m'inquiétais pour les jeunes, parce qu'il faut qu'ils apprennent effectivement à naviguer dans un environnement qui n'est pas toujours très transparent, quoi.
Mais c'est vrai que les jeunes comme les seniors sont autant les uns que les autres des cibles en or massif pour ce genre de sites et de trucs. D'ailleurs, je vais rassurer personne, mais c'est déjà bien le bordel et ça empire. L'an dernier, un documentaire Netflix narré par Tom Cruise a été plébiscité par le Times, le Washington Post et la BBC, et il critiquait le comité olympique. Donc des célébrités en disaient même du bien sur Cameo. Alors qu'en fait, tout est faux. C'est pas Netflix, c'est des groupes russes qui étaient auteurs de ça. C'est pas un truc Netflix, c'est même pas un documentaire du tout. Les journaux n'ont même pas vu le film, la voix de Tom Cruise c'est un deepfake. Il y a des quantités de faux sur les Jeux Olympiques là qui circulent, sur le comité olympique, tout ça en ce moment, hein, et sur les fausses alertes au risque terroriste, tout ça. Enfin, bon, ni la CIA ni la DGSI n'ont publié de tels communiqués. Hein. Il y a une quinzaine de sites qui font la promotion de ces trucs, avec parfois des faux articles du Parisien ou du Point. Et la France est particulièrement touchée en ce moment avec les JO, mais évidemment c'est partout. Aux US, il y a une app de news parmi les plus téléchargées qui s'appelle Newsbreak, qui est en fait d'origine chinoise, et elle est essentiellement un vecteur de pub. Et elle publie aussi régulièrement des articles faux, parfois même inventés de toutes pièces. Le truc récolte en fait des infos locales sur les autres sites et les synthétise par IA, avec les aléas qu'on connaît. Les utilisateurs de Newsbreak, c'est en majorité des femmes au-dessus de 45 ans, alors décidément, voilà, donc ouais, il y a du boulot dans toutes les tranches d'âge. Allez, il y a du boulot aussi autour de vous pour partager la bonne parole et la connaissance de ce qu'est la tech et de la lutte peut-être aussi contre la désinformation. Alors moi, je peux que vous encourager à partager Tech Café dans votre entourage et inciter vos proches à s'abonner au podcast, à l'écouter. Voilà. Pendant que vous écoutez ces quelques mots, ça vous donnera peut-être des idées de noms en tête à qui partager le podcast pour qu'eux aussi, ils soient sensibilisés. Sans autre forme de procès, Guillaume, il faut forcément qu'on parle un petit peu de cette WWDC parce qu'on l'a cité à plusieurs reprises cette année en disant « Oui, on va voir ce qu'Apple va présenter à l'occasion de cette conférence en juin en matière d'intelligence artificielle. Ils ne sont pas très, très présents. » Eh bien oui, ils ont parlé d'intelligence artificielle. Ça a été même une rubrique à part entière. Enfin, quand je dis intelligence artificielle, ils ont pris soin, Guillaume, de ne pas appeler ça comme ça pour se démarquer et avoir leur propre approche. On reconnaît bien là Apple dans sa manière de présenter les services technologiques. Ils appellent ça l'Apple Intelligence. Alors de quoi s'agit-il, Guillaume, de cette Apple Intelligence ? Écoute, ça y est, ouais, enfin, la WWDC est passée. Bon, je vais donner mon avis honnête. On va encore dire que je suis un hater, tout ça, mais je m'en fous. Globalement, je me suis quand même un peu emmerdé durant cette 1h40 où on a eu pas mal de temps de passer sur des machins complètement mineurs. J'ai jamais vu un gars aussi content de pouvoir bouger ses icônes et les foutre en jaune, mais bon, on y reviendra plus tard. Rapidement, je pense, mais je me suis pas emmerdé tout le temps non plus. Bon, le truc qu'on attendait le plus, enfin moi en tout cas, c'était de voir comment Apple allait répondre à l'intégration de l'IA dans tous les appareils, les systèmes d'exploitation un petit peu de la concurrence, depuis une bonne année là. Et ils l'ont fait plutôt bien, avec des trucs cool, sans non plus forcément d'énormes surprises effectivement, mais bon, de manière plutôt fine finalement. Et donc effectivement, Apple étant Apple, l'IA est devenue l'intelligence d'Apple, enfin Apple Intelligence en anglais, parce qu'évidemment on tirait la couverture à soi et se comportait perpétuellement comme si on avait toujours tout inventé, c'est un mode de vie chez eux. Donc cette intelligence Apple, qui quand elle se plantera sera donc aussi la connerie Apple, faut assumer, se trouve déjà un petit peu partout finalement, par petites touches, même sans trop insister dessus, il y a pas mal de trucs qui sont clairement du deep learning et qui s'utilisent. Alors, par exemple, on a la fonction pour passer les photos en 3D sur le VisionOS, donc c'est une nouvelle fonction, qui est proche de ce qu'on voyait par exemple chez les Yapix. On aura aussi de l'IA dans les AirPods avec la fonction d'isolation de voix, même si voilà, ils n'insistent pas forcément dessus, mais ça en est. J'ai l'impression que ça, pour le coup, ça fait 4 fois qu'ils nous le montrent à des conférences différentes en disant « Ouh, avec les derniers AirPods, vous pouvez évoluer dans la rue là où il y a des grands travaux et votre interlocuteur n'entendra pas. » Bon, au bout d'un moment, ça va être vrai, oui ou non ? C'est fou ça. Espérons, avec l'Apple Intelligence sûrement. Et donc on se retrouve aussi sur iOS avec des fonctions de recherche sémantique des photos, comme ce que propose Google, les photos sont classées en fonction du contenu, en fonction des gens qu'il y a dedans, et on peut chercher en langage naturel tout ça. On peut aussi désormais entourer et éliminer des sujets d'une photo, un petit peu comme avec le Magic Eraser de Google. Un des trucs les plus marrants, c'est la calculatrice pour l'iPad, parce que oui, iPadOS intègre désormais une calculatrice, youpi, et scientifique en plus. Mais surtout, il la double d'une sorte de bloc-notes intelligent qui reconnaît l'écriture et résout les problèmes, qui lit dessus, dès que il voit un signe égal, quoi. Donc si t'écris avec ton Apple Pencil, 8 x 4, divisé, sur 9, égal, il va écrire le résultat après, voilà. Et il va l'écrire avec ton écriture. Et c'est marrant parce que c'est quand même un détail pas franchement nécessaire. L'application imite ton style d'écriture. Ce qui veut dire que si t'écris comme un porc, comme c'est mon cas, je sais pas combien d'heures de travail d'ingénieurs de chez Apple qui ont été grillés pour que la calculatrice affiche les résultats mal écrits.
je sais pas si c'est vraiment une bonne utilisation des ressources Mais humaines ils Apple. ils l'embellissent, de ce que j'ai compris. Il faudra Oui, voir les tests, mais bon, j'imagine qu'ils l'arrondissent un peu pour qu'ils rendent je ton serais écriture toute curieux. pourrie bien plus C'est lisible, ça, je mais serais bon, curieux de voir ce qu'il peut faire avec la mienne. Mais bon, pour les effectivement, médecins. le truc est capable de voir aussi si tu fais une addition, voilà, si tu mets plein de chiffres les uns sur les autres, bah, il va deviner qu'il faut les additionner. Apparemment, il peut utiliser des variables, il utilise une formule, voilà, c'est assez impressionnant d'un côté, mais de l'autre, je sais pas vraiment si c'est si clair que ça, la valeur ajoutée par rapport à juste une calculatrice en pratique, Mmh. honnêtement, mais bon. Mmh. Mais Bah, bon, il y a voilà. il y a déjà pour la petite anecdote, il y a déjà des applications qui font très exactement ça. Alors peut-être pas Oui. avec le stockage de variables sur l'iPad, mais moi j'en avais une, Calculator, je sais pas quoi, et donc tu écris en manuscrit ton calcul, tu mets égal et puis ça te fait le calcul, tu rajoutes une racine carrée par-dessus tout, et cetera. Il y a 2-3 cas dans la vie, quand tu fais genre des travaux, que tu calcules des quantités de matériaux et tout ça, honnêtement, ça peut servir. De là à dire que ça va changer le quotidien des gens, demain, pas certain. Il y a clairement un petit effet waouh démo qui est pas dégueulasse. Voilà. Est-ce que ça va changer votre vie? Pas sûr. Ouais, mais bon, ils imitent pas ton écriture, hein, parce que là, ils ont une obsession d'imiter ton écriture. Mmh. Et d'ailleurs, ça se poursuit dans les autres apps, hein, dans le bloc-notes, l'iPad apprend ton style d'écriture et limite, mais effectivement, en mieux. Il va même jusqu'à réécrire ce que tu as écrit avec ton style, mais comme si tu t'étais appliqué, quoi. C'est Mmh. plutôt sympa comme fonction et un peu humiliant aussi. Mais bon, voilà, c'est le souci du détail Apple, hein, je dirais. Mais bon, voilà, pour continuer le saupoudrage IA partout, on trouve la fonction Highlight de Safari sur macOS aussi. Hein, si vous allez sur un site web, vous pouvez en faire un résumé. Il y a une fonction pour faire pareil avec les mails, il y a des fonctions de génération de texte aussi, de reformulation de texte. Des trucs qui sont devenus classiques, hein, assez rapidement, on va dire. On a aussi droit à de la transcription automatique des conversations téléphoniques. Plus marrant, votre iPhone peut apprendre à quoi ressemblent vos contacts et générer des images avec eux en version cartoon. D'ailleurs, il y a aussi les Genmoji qui génèrent des emojis à la demande. Apparemment, c'est un truc. Voilà, générer un emoji pile poil exprès pour la situation, c'est devenu quelque chose. Bon. Il y a aussi le Image Playground, d'ailleurs, qui est un petit peu le Stable Diffusion intégré d'Apple. Ouais, mais tout ça, ça se fait en local. Donc il y a quand même déjà plein de trucs, et c'est encore même avant d'aborder le nouveau Siri, finalement, qui est le gros morceau, comme tu disais. Hein. Mmh. Ouais, on va pouvoir parler effectivement du nouveau Siri parce que bah, il est légendaire maintenant que Siri, ça a été là aussi un petit élément de présentation qui a fait un effet waouh à l'époque, hein, d'avoir comme ça une interface à qui tu peux demander tout et n'importe quoi et qui te donne tout et n'importe quoi comme réponse parce qu'on s'est rendu compte dans le temps qu'il manquait cruellement de fiabilité. Et on a eu depuis quelques mois maintenant les interfaces à la ChatGPT qui commencent à devenir de plus en plus pertinentes, en tout cas qui commencent à être de plus en plus convaincantes dans leurs réponses, et on a commencé à voir une différence entre Siri et ses interfaces. On se doutait bien que Siri allait se transformer doucement mais sûrement en cette nouvelle interface, Guillaume, qui répond de manière un peu plus pertinente. Bah oui, faut voir quand même que Siri, ça a plus de 10 ans, hein, et que du coup, à l'époque, ça faisait au mieux, en réalité, ça faisait au mieux avec les moyens de l'époque, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, on a voilà, des nouveaux algorithmes, des nouveaux modèles, et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de puissance à mettre à la disposition de ce truc. Et donc, c'est vrai qu'une moitié, disons, de la keynote parlait de l'intégration des fonctions IA en profondeur dans les divers OS d'Apple, et du nouveau Siri, donc évidemment boosté avec des modèles de langage. Des fonctions qui, pour la plupart, arrivent en bêta à l'automne, et pas partout en même temps, donc et en anglais, du coup, dans un premier temps, et donc pas en France tout de suite. Et ça n'arrive pas non plus sur tous les appareils. Il faut avoir un processeur M1 ou A17 minimum. Donc ça veut dire que vous devez avoir un Mac en ARM minimum, et un iPhone 15 Pro. Ce qui veut dire que beaucoup de gens vont devoir changer de téléphone pour en profiter. Quelle aubaine! Ou Alors, attendre, Guillaume, ou attendre. oui, ah non, Voilà. non, 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 il faudra un iPhone 15 Pro de façon de base, puisqu'il faudra un NPU. Donc tous les trucs qui n'ont pas des NPU assez puissants, c'est bon. Quelle aubaine, hein, ça concerne pas qu'Apple, bien sûr, ce truc-là, mais bon, en règle générale, c'est évident que cette vogue de l'IA, c'est quand même un cadeau du ciel pour les constructeurs, hein, parce que Microsoft fait des copilotes PC avec IA, mais il faut un processeur avec NPU, attention. Donc Dell et HP à Suisse, ils se frottent les mains, bien entendu, comme Intel et AMD qui produisent CNPU et ARM, enfin et Qualcomm, bien entendu. Un truc pour lequel l'IA est super utile, là on en est vraiment sûr, c'est booster le renouvellement des machines. Ça, je pense que déjà, c'est pas mal. Mais bon, Apple fait ce que les rumeurs disaient, donc il a passé un contrat avec OpenAI pour utiliser GPT-4o, et en même temps, il embarque des modèles qui fait tourner en local. Tout ça, voilà, pour Siri, qui se modernise évidemment énormément. Donc les interactions en langage naturel deviennent donc possibles à la voix ou à l'écrit sur vos appareils de recherche. Vous pouvez faire de la recherche sémantique. Ça se généralise, et par ailleurs, Siri voit aussi ce qu'il y a sur l'écran et réagit en fonction du contexte. Donc Siri tournera en grande partie directement sur le téléphone, en local, mais il saura aussi, ou il saura, entre guillemets, quand il a besoin d'aller demander des conseils chez papa, chez papa GPT, quoi. Donc si quelque chose, s'il a besoin, donc si quelque chose sort de votre téléphone, vous en serez informé,
D'après ce que dit Apple, votre requête sera traitée dans une instance cloud privée où tournera un modèle d'OpenAI, donc un chat GPT. Hein. Tout est chiffré et ça protège de manière absolue vos données. Alors bon, j'ai vu passer qu'Apple disait que voilà, personne ne saurait, qu'Apple même ne sait pas ce qui se passe, tout ça. Faut quand même préciser que ça ne peut pas, à mon sens, je ne vois pas très bien comment ce serait possible, être un chiffrement de bout en bout. Donc c'est un chiffrement, bon, évidemment c'est chiffré, la transmission est chiffrée, encore heureux, mais c'est pas un chiffrement de bout en bout. Parce que, ok, ce sont des instances privées, donc ils ont dit qu'ils auront des instances privées avec leur propre matériel, donc des M quelque chose d'ailleurs, hein, qui vont apparemment faire le calcul là-bas. Donc c'est, voilà, ok, mais ça peut pas être chiffré de bout en bout, puisque pour répondre, ChatGPT doit bien déchiffrer ce que vous avez écrit. Donc à un moment, il faut bien que votre prompt, il arrive sur le serveur distant. Mais bon, ce sont des instances privées chez Apple, voilà. Donc ce qui est très sympa quand même, c'est que ce sera gratuit, hein, je veux dire, Siri utilisera donc un équivalent de GPT-4o, et vous donne accès à tout ce modèle gratuitement et sans limite, hein, et sans avoir besoin de compte autre que votre compte Apple, bien entendu. Il sera donc possible d'utiliser Siri, de l'appeler, hein, Siri, donc change un petit peu de look, qui devient cette espèce de halo comme ça, en arrière-plan, et puis de demander un truc du genre, c'est où déjà que j'ai rendez-vous avec ma mère aujourd'hui et à quelle heure? Et Siri va aller chercher dans les apps, les apps pertinentes, hein, toutes les infos qu'il faut pour répondre. Donc voilà, avec poliment, hein, avec sollicitude à votre demande. Il pourra aussi aider à utiliser votre propre machine puisqu'il connaît la doc Apple et puis voilà, pourra juste aussi discuter avec de manière aussi ouverte qu'avec un chat GPT, hein, si voilà, ça va plus loin. Ces actions, ces détections d'intention seront accessibles aux développeurs, hein, parce que voilà, il y a des API, des nouvelles API qui arrivent aussi. D'une manière générale, tout ça ressemble évidemment beaucoup à la philosophie de Copilot, hein, finalement. Microsoft utilise d'ailleurs aussi un double modèle, puisqu'il utilise un modèle local qui s'appelle Physica, et GPT-4 par derrière, hein, on le sait bien. Et donc finalement, Apple il fait très exactement comme d'habitude. C'est-à-dire que rien de ce qui a été présenté n'a pas déjà été vu ailleurs, en réalité, mais tout est intégré et rendu sexy, mignon, voilà, avec la couche vie privée, machin, comme d'habitude, quoi. Donc, écoute, à voir à l'usage à quel point tout ça est à la hauteur des démos aussi, parce que pour l'instant, ça reste quand même une keynote, hein, une vidéo. Donc, que ce soit pour Apple ou pour la concurrence d'ailleurs, donc je sais pas, est-ce que tu vas changer de téléphone pour le nouveau Siri? Évidemment, Guillaume, c'est une obligation pour moi. Non, en fait, toute blague mise à part, je trouve que quand même, l'expérience, moi, qui m'est promise par Apple, me séduit plutôt. Hein, je vais pas te mentir sur la manière dont c'est pensé, le fait qu'il y ait des choses qui tournent en local et le fait que ça m'apporte, mais en fait, tout ce que je trouvais cool dans le Samsung Galaxy S. Oh, j'ai oublié le modèle. Bref, le dernier, tu sais qu'il fonctionne à l'IA. Je faisais déjà la réflexion à l'époque que... C'est le 24, je crois, non? Le 24, c'est fort possible. Comme ça, c'est facile de s'en souvenir. C'est le même numéro que l'année. Guillaume Vendée s'en souviendra. Mais effectivement, moi, j'aimais déjà bien ce que proposait Samsung à l'époque. Et pour moi, il y a un peu cette même approche du côté d'Apple, subtilement différente, évidemment, mais sur une manière de reformuler des choses, de bien connaître aussi différents éléments que j'ai accepté de lui partager parce qu'ils sont dans mon iPhone. Et quelque part, si jamais ça marche, moi, je trouve ça plutôt pas mal. De toute façon, c'était une tendance, effectivement, qu'on voit arriver un petit peu de partout, auquel on s'attendait, et qui, au passage, confirme la totale non-pertinence de tous les appareils externes qu'on pourra envisager, quoi. Hein. Évidemment. Que ce soit Human Pin ou Rabbit. Absolument. Et parce que le smartphone va très bien s'en charger. J'en profite parce que j'ai eu un petit message de Pierre-Olivier Dimman que vous entendez parfois dans Tech Café. Je le cite, hein, ouvrez les guillemets. Je ne sais pas si je fais bien parfois. Oui, si. Apple borderline mytho quand ils disent qu'ils établissent le standard en vie privée de l'intelligence artificielle alors que Google roule tous ses modèles localement sur les appareils depuis le premier jour des TPU. Oui, j'avoue, bon, effectivement, Google avec les pixels et avec les Tensor Processing Unique qu'ils avaient déjà sortis il y a de ça longtemps, ont déjà montré la voie. Bon, allez, quelque part, Apple suit cette bonne idée avec du matériel repensé et tout ça packagé dans iOS. Écoute, moi j'ai hâte de pouvoir essayer tout ça et vous avez compris évidemment, c'est pas demain la veille parce que avant que ça arrive déjà, ne serait-ce qu'en français, voilà, il va falloir peut-être attendre même, allez savoir, peut-être 2 ans, hein, 1 ou 2 ans, j'espère pas, mais on verra. Guillaume, il n'y avait pas que ça parce que qui dit WWDC d'Apple dit d'autres systèmes d'exploitation, tous les systèmes d'exploitation d'Apple et au-delà de l'intelligence artificielle, et ben donc oui, on peut lister quelques éléments, notamment, on l'attendait, hein, la première mise à jour de visionOS, à savoir le système d'exploitation de l'Apple Vision Pro. Guillaume, j'ai été bluffé par les nouveautés pour ma part. Et toi ?
Non, mais c'est vrai que le reste des nouveautés, je dois avouer que ça m'a pas trop passionné, même s'il y a des trucs pratiques, hein. Alors bon, pour visionOS, ça va être vite fait, parce qu'il y a pas, il y a à peu près que dalle, quoi. Il y a un nouveau geste, un écran plus Ah, c'est large nul. quand tu fais le partage d'écran avec le Mac, le passage des photos en 3D, dont on a déjà parlé, quoi. Qu'est-ce qu'on peut aussi mentionner qui, bah, oui, ça y est, il va sortir en France à 4000 balles. Super. Et il a un clavier AZERTY. Bon, bah, du coup, bah, je sais pas, il y a autre chose? Après, quand je dis c'est nul, n'allez pas imaginer que je dis que l'Apple Vision Pro est nul. Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y a plein de très bonnes qualités dans cet appareil. Est-ce qu'il faut l'acheter? Je suis pas certain. Et est-ce que le Vision OS 2 qui a été présenté à la WWDC apporte beaucoup de nouveautés? Franchement, non, je ne crois pas. Mais bon, peut-être que c'est parce que le produit est déjà très mature, tu vois. C'est une autre façon de le dire. Oui, bah, si vous voulez savoir si le produit est très mature, il y a une vidéo de Numérama qui fait une honest review, hein, qui fait un mois plus tard, le bilan, et bon, bah voilà, ils disent effectivement, bah, les trucs sont cool, puis aussi tous les trucs qui vont pas, et pourquoi non, ce n'est pas un bon appareil pour travailler, en vrai. Et ce sera un appareil qui restera probablement sur pas mal d'étagères. C'est déjà le cas, hein, pour plein de personnes qui l'ont acheté aux États-Unis. Il se mettra peut-être à jour et on réévaluera notre regard sur cet appareil à l'avenir. En attendant, il y avait aussi iPadOS 18, Guillaume, qui, comme son nom l'indique, est le système d'exploitation. Comme son nom l'indique, est le système d'exploitation de l'iPad. Absolument. Oui, alors c'est vrai que pour iPadOS, il n'y a pas non plus des masses de trucs, j'ai l'impression. Il y a le retenu. Moi, j'ai retenu quoi? J'ai retenu la prise de contrôle à distance. Oui, Après, évidemment, il y a mais des oui. fonctions. Oui, voilà. Excuse-moi, je m'attarde un tout petit peu parce que je suis assez convaincu que l'iPad remplace pas un ordinateur. Par contre, je pense vraiment que l'iPad peut être un appareil assez chouette pour plein de personnes notamment, je pense à des personnes âgées qui n'ont pas forcément besoin d'un clavier, qui vont pas savoir bien se servir de l'interface souris, trackpad, etc. Je pense honnêtement à ma maman, il y aurait eu la possibilité de prendre la main en contrôle à distance sur un iPad. Je pense que je lui aurais préconisé un iPad, voilà, pas forcément un iPad récent, peut-être même d'occasion plutôt qu'un ordinateur, il y a de ça quelques temps. Donc franchement, c'est bienvenu et il faut le considérer. Tu fais bien de le citer. Après, sur ordinateur, tu peux installer VNC chez ta maman et tu prends contrôle. Oui, bien sûr, non, mais c'est pour ça qu'elle a un ordinateur. C'est pour ça qu'elle a un ordinateur. Mais l'accompagnement et l'utilisation pour de la bureautique et de la consultation web et de photos, honnêtement, sur une tablette, c'est quand même assez remarquable. Et le fait de ne pas avoir de clavier et de souris à gérer, bah, c'est tout con, mais pour plein de personnes, c'est quand même très chouette. Bref, pardon, parenthèse non, terminée. c'est vrai, non, mais c'est vrai. De toute façon, la prise de contrôle à distance, tu vois, c'est un truc que j'ai retenu. Donc, après, il y a plein d'autres trucs. Évidemment, il y a des améliorations de qualité de vie à la marge, je dirais, avec des barres d'onglets personnalisables. Il y a toute une couche de personnalisation, je pense, qui est un petit peu partout, en particulier sur iOS aussi. Parce que je donnais l'exemple des icônes jaunes. C'est véridique, hein. T'as Craig Federighi qui arrive beau gosse, chemise ouverte, tout sourire, tu sais, bon, Craig, quoi. Il arrive, il passe bien 5 minutes à t'expliquer que tu peux avoir la photo de ton chien à la fois sur l'écran d'accueil et dans l'OS, et que tu peux déplacer des icônes et que tu peux changer leur couleur. Et il t'explique ça avec autant d'enthousiasme que s'il avait trouvé un traitement pour le cancer de la prostate, quoi. C'est beau de pouvoir encore s'émerveiller des petites choses comme ça à son âge, c'est beau. Donc voilà, sinon, autre amélioration importante quand même, si, c'est vrai, dans iOS 18, RCS arrive dans iMessage, enfin. Et donc, ça veut dire que les fonctionnalités évoluées arrivent aussi pour les paysans en bulle verte, hein, qui utilisent des sous-téléphones dits Android. Donc peut-être seront-ils du coup moins considérés comme des lépreux, mais bon, j'en doute. Quoi qu'il en soit, les Android peuvent maintenant avoir, disons, échanger des trucs un petit peu plus comme des images, tout ça. On peut voir par exemple quand ils tapent, tu sais, enfin des conneries, mais des trucs qui sont effectivement intéressants. Et donc tous ces Android peuvent nous dire merci, hein, à nous les Européens, parce que sans le DMA, Apple se serait jamais bougé l'arrière-train pour faire quoi que ce soit, ça c'est certain. Bah, tu sais qu'on a déjà parlé de ce sujet. Alors, il me semble que c'était probablement un épisode où d'ailleurs tu n'étais pas là, tu nous as fait faux bon Guillaume, honte à toi. Mais j'étais tombé sur un article et il me semblait te l'avoir repartagé et visiblement je me suis manqué, mais de quelqu'un qui menait une assez grande analyse sur le RCS en disant qu'effectivement, contrairement à ce qu'on pensait, c'était probablement pas la réglementation européenne qui avait amené Apple à mettre ça en place parce que c'est absolument pas mentionné dans les dispositifs légaux de l'Europe. Il n'y avait pas d'échéance particulière à ce sujet-là. En revanche, la Chine, elle, oblige maintenant les smartphones commercialisés à partir d'une date très, 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 très proche à être compatibles avec le RCS. Et j'ai tendance à penser, d'après cet article, il faut vraiment que je le retrouve, qu'effectivement, ce n'est pas du tout la réglementation européenne, c'est la réglementation chinoise. Peut-être qu'on peut un tout petit peu remercier les Chinois si c'est le cas.
Ah ben on peut dire merci à la Chine. Pour une fois, Voilà. c'est rare. Oui, Quand c'est même. ça, exactement. Finalement. Voilà. Je vais essayer de le retrouver, cet article. Bon, après, je sais pas s'il y a d'autres trucs que tu veux mentionner. On peut verrouiller des applications, par exemple, aussi dans iOS, qui seront isolées du reste de l'OS. Il y a un autre jeu. Il faut peut-être juste qu'on t'attarde une seconde sur ce verrouillage d'application, parce que ça va quand même assez loin et c'est quand même la manière dont Apple arrive à tirer parti du contrôle total qu'ils ont sur l'OS et son comportement. C'est que quand vous voulez mettre de côté une application, vous la mettez vraiment de côté avec tout ce qui va autour, quoi, avec toutes les API et tous les appels, avec les notifications, avec le fait que selon les réglages que vous faites, vraiment c'est comme si l'application était totalement masquée, oubliée, et quelque part je trouve qu'ils ont un jusqu'au boutisme qui est assez maladif mais qui a aussi ses vertus, et ça il faut le souligner aussi, je pense. Mais bon. Non, bah écoute, c'est vrai que ça peut servir, hein, ça forcément, ça peut être utile aussi. On peut terminer avec et macOS, le cas d'usage, peut-être. excuse-moi, je te coupe pour une deuxième fois dans la foulée sur le même sujet. Il y a quand même cette expérience d'usage, je pense, chez Android, il y a des solutions déjà qui existent à ce sujet-là, mais le fait de pouvoir passer ton smartphone à quelqu'un pour lui prêter pour un usage donné, en verrouillant l'usage avec une application donnée, et pas qu'il puisse en sortir. Je pense à plein de situations dans des environnements où tu veux laisser la possibilité à quelqu'un de filmer ou de prendre une photo sans accéder à plus d'éléments, ou même pour les parents honteux qui devraient se flageller pendant qu'ils écoutent cet épisode s'ils se reconnaissent, qui laissent le smartphone à leur enfant dans la salle d'attente du médecin pour qu'ils puissent jouer à Candy Crush et qui peuvent accéder en parallèle à toutes les autres applications. Moi, j'avais compris que l'app Oh lock, mince. tu pouvais locker l'application. C'est-à-dire qu'en fait, l'application, quand tu veux l'ouvrir, il faut que tu t'authentifies pour prouver que ce soit toi et D'accord, alors personne j'ai d'autre ne peut très ouvrir mal l'application. interprété C'était pas ce ça sujet-là qui n'est toujours pas solutionné. Alors il doit y avoir des bidouilles aujourd'hui avec les modes accessibilité, etc. pour faire ce que je décris, mais bon, autant pour moi. Ça, je bien sais pas, mais corrigé. il me semblait que c'était comme ça. Et d'ailleurs, les espaces de données des applications qui sont lockées sont d'ailleurs chiffrés et inaccessibles à toutes les autres applis, et même à l'OS, je crois. Donc je crois que c'était une isolation des applis elles-mêmes. Enfin, il me semble. Merci pour la correction. Mais quand même, si vous êtes parent en salle d'attente, flagellez-vous quand même si vous laissez votre smartphone pour jouer avec vos enfants. Il y a d'autres choses à faire. C'est sûr. Bon, écoute, on peut terminer avec macOS finalement, qui voit arriver lui aussi une fonction de prise de contrôle à distance de l'iPhone qui a beaucoup plu manifestement. Donc tu peux utiliser ton téléphone sans bouger de ton Mac, tu peux répondre aux messages, voir les notifs, etc. On a une fonction qui avait fuité aussi déjà, c'est le gestionnaire de mots de passe. Donc voilà, il y a une version du gestionnaire pour Mac, pour tout le monde, et même pour Windows en fait, donc tu peux l'utiliser même sur Windows. Probablement sur Android aussi. Et puis, quoi d'autre je sais pas, il y a l'arrivée d'Assassin's Creed Shadow sur Mac et iPad le 15 novembre. Alors, je dis ça en mode presque blague, mais en fait, je trouve que c'est quand même très significatif de voir arriver Shadow, qui est vraiment le porte-étendard pour Ubisoft, c'est vraiment un très très gros jeu, quoi. Et de le voir débarquer sur iPad et Mac en même temps, que sur PC console, c'est quand même très significatif, je trouve. C'est une vraie news. Ouais, ce qui est marrant, c'est que les annonces à chaque fois en matière de jeux et d'Apple se succèdent. Pour autant, ça me semble tellement difficile pour Apple de se faire identifier désormais comme plateforme de jeu que je ne sais pas si ça va désormais changer la donne. Mais il y a plein de choses qui changent dans l'interface, mais qui sont vraiment des choses mineures et qui ne sont pas du tout de nature à ce qu'on s'attarde en 2024 sur des évolutions. Nul doute que les utilisateurs d'iOS et des appareils Apple en général, dont je fais partie, seront ravis des petites évolutions. Ça ne changera vraisemblablement pas leur vie non plus, sauf à ce qu'ils aient accès très prochainement à l'Apple Intelligence. Et puis je pense que il y a encore plein de petites innovations que tu as déjà citées pour partie, qui sont autant d'opportunités pour les utilisateurs Android de se moquer de ces innovations qui sont tout sauf des révolutions. Écoute, c'était peut-être l'exercice minimum qu'on attendait d'Apple pour cette WWDC. Il n'y a pas eu de grande surprise, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même répondu à une forme d'attente et de retard qui était identifié dans l'industrie. Est-ce que tu penses que si jamais ce qui a été présenté se vérifie, avec l'intégration de ChatGPT comme ça, avec les fonctions d'intelligence artificielle en local, les petits raffinements, etc., est-ce que tu penses, toi, qu'Apple a réussi son examen 2024 ? Guillaume ? Oui, non, bien sûr. Moi, je trouve que c'est pas mal foutu en réalité. Et ils arrivent à faire tourner un petit modèle qui est quand même. Enfin, on en parlera dans le supplément en détail de ce petit modèle, parce qu'en fait, juste après la keynote, ils ont envoyé
un post de blog sur lequel ils expliquent des détails un peu plus techniques sur la manière dont fonctionne le modèle embarqué, hein, vraiment le modèle embarqué, un petit peu le modèle serveur, mais surtout le modèle embarqué. Et c'est intéressant de voir ça quand même tourner de manière assez fluide et voilà, et très bien sur un téléphone, parce que c'est vrai qu'on parle aussi, on compare avec, bon évidemment on peut comparer avec les pixels bien entendu. J'ai beaucoup comparé avec Copilot parce que voilà, la philosophie est très proche, mais enfin Copilot c'est sur des ordinateurs quand même, hein. Donc bon, c'est quand même pas mal d'avoir fait tourner tout ça, de faire tourner tout ça sur un téléphone, et même la génération d'images, tout ça, c'est intéressant. Donc je pense qu'ils ont fait, enfin ils se sont mis à niveau, hein, je pense qu'il y a pas de problème, hein. J'ai 2 petits sujets liés ensemble que je voudrais apporter en guise de conclusion sur, cette conférence. C'est pour moi l'espèce de couronnement, d'OpenAI et le fait d'arriver à avoir un ChatGPT qui, quelques mois, si je dis pas de bêtises, Guillaume, après sa sortie, après sa connaissance auprès du grand public, intègre un appareil aussi emblématique que l'iPhone. Pour moi, ça, c'est déjà quelque chose qui nécessite d'être souligné. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de services aussi forts et aussi répandus dans les conversations et Ouais, dans les usages du grand public qui arrivent aussi vite dans un un an et iPhone. demi, quoi, ouais, fin 1 an et 2022, demi, c'était, voilà. ouais. Donc ça me paraît hyper rapide. La question que j'ai vue passer, moi j'ai ma petite idée, et puis, mais est-ce que selon toi, c'est OpenAI qui paye Apple ou c'est Apple qui paye OpenAI dans ce C'est partenariat? clairement Apple qui paye OpenAI, à mon Ouais, avis, ça c'est ok. clair, parce que Moi aussi, je pense ce qui que a c'est ça. l'air d'être fait, c'est que, en fait, tu sais qu'OpenAI, ils ont des solutions entreprises où ils proposent Mhm. effectivement de fournir une sorte d'instance de leur modèle qui tourne sur des serveurs isolés, enfin pas les serveurs d'OpenAI, mais d'autres serveurs, donc les tiens ou ceux que tu loues, ou n'importe quoi. Et ça a l'air d'être ce qui est fait là, puisque Apple dit qu'ils font tourner donc leur modèle serveur, qui est donc manifestement une sorte d'instance d'OpenAI, de GPT-4, qui a probablement été fine-tuné encore par-dessus, etc. Et ils le font tourner sur du matériel Apple, donc c'est sur des serveurs à eux, etc. Donc Mhm. c'est ce qui est en train d'être fait, et ça, clairement, bah, ils utilisent donc un modèle qui n'est pas à eux, c'est évident que c'est qu'ils payent pour ce truc-là. Et je pense qu'ils payent des milliards, en fait. Ouais, bien sûr. Ça m'étonnerait pas que ce soit un deal à plusieurs milliards. Cela dit, ils ont aussi mentionné, pour finir justement, que pour l'instant c'était OpenAI, mais qu'ils allaient donner l'accès à tous ces chatbots dans le futur. Donc ça veut dire qu'en gros, ils ont dit que pour l'instant, bah, vous avez accès à GPT-4o, mais vous aurez accès à d'autres chatbots. Donc ça veut dire qu'ils sont pas mariés avec OpenAI. Mhm. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres prestataires, et éventuellement ils pourraient changer de prestataire, voilà, principal ou autre. Donc bon, voilà, pour l'instant ils sont avec OpenAI, ça pourrait ne pas durer éternellement, hein. Et demain, vous pourrez peut-être brancher votre compte Gemini, comme vous changez de moteur de recherche sur votre navigateur. À suivre, chaque chose en son temps. N'hésitez pas à partager vos réactions de votre... Oui, Guillaume? Tout dernier truc, puisque vraiment tu veux pas approfondir le sujet, il est lâche pas l'affaire. possible d'utiliser son compte OpenAI sur iOS Ouais. pour accéder aux fonctions plus évoluées qui sont Le uniquement compte payant. voilà, le compte payant, qui sont accessibles uniquement au compte payant sur OpenAI. Ce qui veut Mhm. dire qu'il y a quand même ça veut dire qu'à un moment, il y a quand même une communication, si tu veux. Tu t'authentifies chez OpenAI via Apple, donc il y a quand même une communication entre les deux, tu vois. Donc il y a vraiment Mhm. ton compte OpenAI peut servir sur iOS. Et tu peux retrouver vraisemblablement tes historiques d'échanges que tu as eu depuis l'iPhone à travers cette interface-là, Peut-être, sur je sais pas. l'interface de ChatGPT. On n'en a pas la certitude, mais ça semblerait logique. Écoute, merci pour ta revue, Guillaume, et puis surtout on compte sur vous pour nous partager un peu vos réactions sur techcafé.fr dans les commentaires ou sur le serveur Discord. Ne partez pas tout de suite, là ça ressemble à une conclusion ce que je suis en train de dire, mais en fait il y a toute une autre partie de cet épisode qui va, je n'en doute pas une seconde, vous passionner, parce qu'on a plein d'autres sujets qui ne sont pas liés à la WWDC que Guillaume avait préparé, évidemment, pour être complet dans le suivi de l'ActuTech, et donc on enchaîne avec une autre rubrique, avec, à commencer par ce qui se passe du côté de TikTok. Guillaume, ça chauffe du côté de TikTok. Bah, ça chauffe, oui. Bah, après, si tu veux, c'est forcément qu'est-ce qui s'est passé? Bon, parce que c'est vrai qu'on n'en a plus parlé depuis un petit moment. Donc cette loi a été votée, hein, on l'avait dit ça, je pense, la loi qui allait le Oui. forcer, donc qui allait À forcer vendre. son propriétaire ByteDance à vendre TikTok à un Américain sous peine de se faire virer, hein, sinon du territoire. TikTok a dit jamais de la vie, et il a fait appel. Donc pour avoir un verdict avant que le coup près ne tombe le 19 janvier prochain, ils ont demandé qu'une procédure accélérée à la cour d'appel, hein.
dans le district de Columbia, pour un jugement avant le 6 décembre. Donc TikTok a par ailleurs attaqué lui-même la loi pour violation du premier amendement. Donc c'est une loi qui sera anticonstitutionnelle. Il finance une procédure similaire d'un groupe d'influenceurs, d'ailleurs, qui poursuivent sur le même truc, quoi. C'est malin. Quelle chance il a de gagner, c'est pas clair. La loi en question est passée avec une très bonne majorité. Il se murmure même que TikTok... même s'il affirme que la revente n'est pas une option, il met quand même pas mal de moyens sur un projet qui vise à construire une base de code 100% US, en clonant des parties du code originel. Donc un futur algorithme qui serait indépendant donc de la Chine, qui pourrait apaiser les politiques américains. Ça pourrait être utile, même carrément en cas de scission. Une scission dont TikTok ne veut officiellement pas entendre parler, et donc il dément cette rumeur, qui viendrait néanmoins de sources internes qui seraient impliquées dans le projet. Bon, on ne sait pas plus. Les relations entre la Chine et les US s'améliorent pas vraiment, la concurrence sur l'IA est terrible, les Chinois sont vraiment en pointe, en réalité, ils sont vraiment pas loin derrière les Américains. Encore cette semaine, il y a un générateur vidéo qui s'appelle Kling, qui était partout sur les réseaux sociaux, c'est un générateur donc chinois, qui tient tout à fait la dragée haute à Sora, et qui se paye le luxe d'être déjà en accès limité. En fait, il y a déjà une liste d'attente, il y a plein de gens qui ont eu accès, et qui donc postent des trucs qu'ils ont fait dessus. Il y a des comparaisons avec Sora, et très honnêtement, c'est pas mal du tout. Et on peut aussi mentionner... Chez les modèles de langage, on peut aussi mentionner le modèle Qwen 2, qui finalement ne rougit pas en comparaison de Llama 3 de Meta. Et bon, tout ça, c'est malgré les embargos, a priori, sur les puces américaines, parce que les Américains ne veulent plus vendre de puces qui accélèrent le deep learning. Donc, voilà, aux Chinois, pour essayer effectivement de les ralentir un petit peu. C'est un embargo qui est, ma foi, parfois assez simple à contourner. Et TikTok nous en donne un magnifique aperçu. Si vous ne pouvez pas acheter de puces Nvidia, louez-les. Parce que le très bien informé site The Information, en même temps, heureusement que tu es bien informé quand tu t'appelles The Information quand même. Mais bon, TikTok aurait tout simplement loué des serveurs de calcul à Oracle, des serveurs qui contenaient des puces Nvidia H100, celles-là même que les Américains refusent de vendre aux Chinois. Les puces en question sont sur le sol américain, et donc elles font le calcul sur le sol américain, mais c'est pour une boîte chinoise. Enfin, en tout cas, TikTok n'est pas une boîte chinoise, donc elle a un lien direct avec la Chine. Donc TikTok a peut-être utilisé des algos, donc les algos qu'elle a conçus comme ça sur le sol américain, ou pas. Comment tu peux savoir si les modèles entraînés par le cloud Oracle se sont pas retrouvés chez ByteDance à Pékin? Tu peux pas. Et c'est bien le problème, il est clair que ça, c'est contraire quand même à l'esprit des restrictions américaines, et ça n'a pas empêché Oracle de palper ses gros bifetons, donc il y a vraiment deux poids deux mesures. Et comme on pourrait s'en douter, puisque ça marche, il y a Tencent et Alibaba qui essayent de faire pareil. Ces deux gros acteurs ont déjà eux-mêmes des data centers aux États-Unis, donc ça ferait un petit peu louche pour eux, effectivement, de chercher à louer du calcul chez d'autres fournisseurs. Mais ils ont sans doute pas de grosses puces IA dedans, et donc ça les arrangerait bien. Cela dit, ils pourraient aussi acheter des filiales, acheter des grosses puces via leurs filiales aux US, tout ça, et les utiliser aussi sur le sol américain. Et ce serait un peu le même problème que TikTok. Donc c'est quand même, on voit bien que l'embargo total est quand même très difficile à mettre en place, quoi. Il faut qu'on parle un petit peu, Guillaume, de musquerie. D'ailleurs, on n'a pas bouclé sur le sujet. Est-ce que c'était pas d'ailleurs la meilleure manière de le traiter? Mais Elon Musk qui réagissait aux présentations d'Apple et qui disait si Apple intègre OpenAI au niveau du système d'exploitation, alors les appareils Apple seront bannis de mes entreprises, seront interdits de mes entreprises. C'est une violation de sécurité inacceptable. Il va jusqu'à dire que les visiteurs devraient avoir à faire vérifier, à laisser leurs appareils Apple à l'entrée, qui seraient stockés dans une cage de Faraday. Il semble extrêmement inquiet des présentations qui ont été faites par Apple. D'ailleurs, dans la foulée, il a commencé à faire voter les internautes pour savoir s'ils seraient prêts à acheter un Tesla Phone. Guillaume, est-ce que c'est un nouvel épisode de Elon Musk qui n'a rien compris, ou est-ce que je manque quelque chose à ce sujet, au passage? Écoute, je sais pas, il a pas peur de Google alors. Il a pas peur que Google il récolte des données par contre. Visiblement, Apple l'inquiète plus. C'est assez plus rigolo. grave. Non, c'est vrai, c'est assez rigolo. Je sais pas qu'est-ce qui lui prend. Je vois pas trop ce qui lui prend. Je comprends pas. Alors, même sans rentrer dans les détails du fait que effectivement la plupart des traitements sont faits en local, etc. Et que s'il y a des trucs qui sortent, de toute façon, il faut confirmer que tu veux interroger les serveurs distants. Même sans ça, je veux dire, je sais pas, des données qui sortent d'un téléphone pour aller dans un serveur distant, c'est juste ce qui se passe 100% du temps sur un téléphone mobile aujourd'hui, n'importe lequel. Donc je vois pas trop je comprends pas trop bien. Enfin, bon, il est remonté, mais il n'y a pas que ça en matière de musquerie cette semaine, Guillaume. Non, il y en a un autre qui détourne des puces Nvidia, c'est Elon Musk aussi. Et c'est encore Tesla qui trinque. Au profit de qui? Au profit de Twitter en plus. Twitter aussi connu sous le nom de X.
pas moins de 12 000 puces H100 qui devaient être livrées à Tesla ont été attribuées à X. Enfin, réattribuées à X. Ça, c'est selon CNBC. Et c'est d'autant plus curieux que Musk lui-même clame partout que Tesla est désormais une boîte d'IA et de robotique. Mais X aussi. Et XAI, qui est relié d'assez près, puisque c'est elle qui produit les chatbots Grok. Donc finalement, ce seront pour eux les H100 qui donc alors par contre, il y a aussi plus tard, il y a aussi des H100 qui étaient destinés à X et qui seront réaffectés à Tesla. Mais on se demande quand même bien pourquoi Musk n'a pas donné la priorité à Tesla. Est-ce que Tesla n'est pas plus importante que X? Est-ce qu'elle n'a pas désespérément besoin de toutes les ressources, de toute l'attention aussi possible pour rebondir en ces temps difficiles? Est-ce que Tesla n'est pas censé sortir un taxi autonome d'ici 2 mois? C'est pas de l'IA ça? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin urgent et massif de calcul avant ça? Bon. Donc je comprends plus rien en fait, et pour couronner le tout, la présidente du conseil d'administration de Tesla, qui s'appelle Robin Denholm, exhorte les actionnaires à autoriser le bonus de 46 milliards de dollars de Musk, sans quoi il pourrait se démotiver et ne plus passer autant de temps chez Tesla. Donc plus du tout, j'imagine. Mais Denholm m'assure que c'est pas une question d'argent. Bah non, 46 milliards, c'est une bricole. Alors, en vrai, la fortune personnelle de Musk, elle est estimée autour de 200 milliards. Alors c'est une somme confortable pour envisager sereinement la retraite, c'est pas faux. Mais même pour lui, 46 milliards, c'est quand même pas de l'argent de poche. C'est quand même significatif. Et ce bonus, d'ailleurs, lui a été refusé suite à un procès intenté par des actionnaires, donc déjà, c'est pour ça qu'il veut partir du Delaware. Et ce nouveau bonus est lui aussi sous le coup d'une action en justice, une nouvelle, de Donald Ball, qui possède plus de 28 000 actions de Tesla. Entre autres, la plainte mentionne d'ailleurs la remarque de Musk selon laquelle, à moins d'avoir 25% de départ, il préférait partir, et il mentionne aussi le détournement de puces Nvidia, dont on vient de parler. Donc ce détournement de puces, va-t-il avoir raison de la deuxième tentative de gigabonus d'Elon Musk? Je sais pas, mais à suivre. On continue avec Starship notamment, et puis les satellites avec la connectivité, Guillaume. C'est 2 petites news espace. Ça permet de parler de manière un petit peu plus plaisante d'une boîte de Musk qui marche bien, elle, pour le coup. Vous avez déjà, même si vous avez déjà sans doute vu passer ça dans d'autres médias plus généralistes, évidemment, puisque la mise au point de Starship avance bien, tellement que ça explose même plus. Le 6 juin, le 4e vol d'essai de Starship s'est passé crème. Le truc a décollé sans problème, même si un moteur n'a pas démarré. Il y a quand même 32 sur 33 moteurs qui ont démarré, ça a suffi. Le premier étage s'est détaché. Il a fait un quasi-atterrissage. Il a quasiment réussi. Il est redescendu tranquillou, il s'est stabilisé au-dessus de l'eau. Et en temps normal, s'il y avait eu en fait l'infrastructure en bas et le bras pour le choper, il se l'aurait probablement réussi à se poser. Là, c'était pas encore là, mais on peut dire que l'atterrissage du premier étage, ça a l'air bon, c'est plié. Pour le vaisseau, qui était parti en flamme à son retour dans l'atmosphère la dernière fois, souvenez-vous, ça a été aussi beaucoup plus pépère. Le deuxième étage est monté à 200 km d'altitude, il a atteint les 26 000 km/h, et puis il a ralenti, il s'est retourné pour présenter sa face protégée vers la Terre, et puis voilà, il est rentré dans la Terre, on a encore vu la coque chauffée à blanc, les lots de flammes, tout ça, et on a aussi vu des petits morceaux d'aileron partir. Donc il y a encore un petit peu du boulot, parce que les petits morceaux qui se cassent, c'est pas bon signe. D'ailleurs, la caméra s'en est pris un, et il restait plus que la télémétrie après, donc on n'a plus rien vu, mais le contact est resté jusqu'au bout cette fois. Le vaisseau est revenu dans l'atmosphère, et le vaisseau a même réussi à se retourner et à allumer ses moteurs pour ralentir l'atterrissage, donc comme s'il atterrissait comme ça, les verticales aussi pareil. Bon, là, il a fini par sombrer dans l'océan Indien, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une réussite. Et c'est pas fini, Starship peut pas être considéré comme opérationnel encore, c'est vrai, mais les progrès sont bien visibles, donc ça se rapproche inexorablement d'un déploiement commercial. Évidemment, ça réjouit la NASA. Après, est-ce que ça ira assez vite pour ramener des astronautes sur la Lune en 2026? C'est pas encore évident, parce que c'est encore du boulot, mais bon, ça avance bien. Eh ben bravo. Et on continue donc du coup, Guillaume, avec les télécoms spatiaux aussi qui se développent. Oui, c'est une nouvelle qui est un petit peu passée sous les radars, j'ai l'impression, c'est le rachat d'Intelsat par SES. Alors SES, sous les radars. N'est-ce pas? SES, c'est la Société Européenne des Satellites. Donc c'est le premier prestataire de télécom par satellite au monde. Donc c'est une vieille société luxembourgeoise qui gère une flotte de presque 800 satellites, dont 70 en orbite géostationnaire et le reste en orbite basse. Donc ils diffusent des milliers de chaînes télé, radio, puis ils font aussi des télécoms, pour les boîtes privées, puis les gouvernements aussi. Et Intelsat, c'est le deuxième fournisseur de télécom satellite, et donc le plus gros rachète donc le plus petit, pour 3,1 milliards de dollars quand même, et pour former un acteur qui est encore plus gros et qui possédera une centaine de satellites géostationnaires, qui est la plus grosse flotte de ce type et de loin. Donc c'est des satellites qui sont plus loin, qui sont fixes du point de vue de la Terre, qui sont fixes, ils pointent toujours du même côté, et puis ils sont en général plus gros, plus lourds et plus durables, ils sont aussi plus chers.
Et ça met... mais le problème, c'est qu'évidemment, on met plus de temps à les joindre, parce qu'ils sont à 36 000 km, donc ils sont plus loin, ça met plus de temps et plus de latence. Au lieu de quelques centaines de kilomètres pour les Starlink, typiquement. Et bien sûr, c'est la concurrence de ces Starlink qui pousse les deux plus gros géants du satellite à fusionner. Et d'ailleurs, en fait, c'est qui le troisième plus gros Le troisième plus gros prestataire, en fait, c'est Eutelsat. Et il a fusionné lui aussi avec OneWeb. OneWeb qui est la seule constellation concurrente à Starlink pour l'instant. Donc on a une nette tendance à la consolidation aussi dans l'espace, puisqu'à eux deux, SES et Intelsat, ils couvrent 99% de la planète. Ils ont la possibilité d'utiliser tout un large spectre de fréquences, et aussi tout un large spectre de satellites, puisqu'ils ont des géostationnaires, ils ont des orbites basses, ils ont des orbites moyennes. Et les orbites moyennes, en fait, c'est des orbites qui sont entre les deux. Donc, ils sont plus proches que les géostationnaires, donc il y a moins de latence. Mais par contre, ils sont assez loin. Ça veut dire qu'ils couvrent de très vastes zones d'un coup. Donc, du coup, tu as besoin de beaucoup moins de satellites pour couvrir la Terre entière, quoi. Donc, ils ont des autorisations, effectivement, pour émettre dans tout un tas de fréquences, y compris des fréquences réservées aux militaires. Et bien sûr, ils sont en train d'investir pour envoyer encore d'autres satellites, donc encore au moins 13, dont 6 géostationnaires. Donc le secteur de l'espace se réorganise, donc sous la pression de Starlink et OneWeb aussi. Et c'est le début, parce qu'il y a encore d'autres trucs qui arrivent et qui sont assez dingues. Alors évidemment, il y a les Kuiper, il y a la constellation de Jeff Bezos. Il y a tout le domaine des satellites 5G, puisque ça y est, c'est un truc. Donc il y aura les nouveaux Starlink, puis il y a aussi AST Space. AST Space Mobile qui envisage de lancer des Blue Walker. Alors pour l'instant, ils s'appellent les Blue Walker, je ne sais pas s'ils s'appellent les Blue Walker à terme, mais bon voilà, c'est des constellations 5G. C'est pas le seul à s'intéresser à ça. On a aussi après Satellio qui veut lancer des appareils pour les objets connectés, par exemple. Et récemment, on a un truc qui m'a mis vraiment sur le cul. C'est Hubble. Alors, c'est pas du tout le télescope, c'est Hubble Network qui a établi une connexion Bluetooth avec donc un satellite. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a un appareil Bluetooth sur Terre qui a réussi à établir une connexion avec un satellite. Ça me paraît loin, moi parfois quand je descends un escalier, ça marche plus. Là, c'est 500 km. Donc j'aurais jamais cru ça possible. Pourtant, Hubble Network affirme avoir réussi. On n'a pas des masses de détails, sinon que ça marche. Alors évidemment, les débits sont sans doute très très faibles. Apparemment, ils utilisent un système d'antenne qui agit comme une loupe, en fait, si vous voulez, dans une certaine mesure, pour zoomer quelque part sur le truc en particulier. Donc c'est très très directionnel, mais bon, voilà, c'est assez dingue que ça marche. Si ça marche, ça ouvre évidemment des perspectives incroyables, puisque ça veut dire qu'on peut avoir n'importe quel appareil Bluetooth qui est potentiellement connectable, globalement, quoi. Donc, on peut avoir des bagues pour localiser les animaux, ou des gens, des tags pour les conteneurs, ou des voitures volées, pourquoi pas, des relevés météo aussi, des capteurs incendie que tu peux avoir partout, tout le temps, même sans aucun réseau mobile. Donc c'est dingo, mais pour ça, il va falloir encore plus de satellites. Et encore une fois, si c'est confirmé, voilà, c'est ce qu'affirme Hubble Network. Hyper intéressant, effectivement, des infos qui passent sous le radar, mais qu'on a la chance de découvrir dans Tech Café. On continue avec un autre sujet qui fait un peu les choux gras de l'actualité, et non pas la chèvre et le loup, mais les choux gras en tout cas, et on en a parlé durant les derniers épisodes, et ça vous a fait réagir. C'est la fonction Recall qui a été présentée par Microsoft, cette espèce de fonction qui, en gros, regarde tout ce que vous faites tout le temps, qui en stocke des copies d'écran sur votre ordinateur et qui arrive à digérer ce qui s'est passé grâce à une intelligence artificielle. Ça avait été pointé du doigt parmi la communauté des experts en matière de sécurité, et toi-même, tu n'étais pas très très fan, Guillaume. Visiblement, Microsoft t'a écouté. Je pense qu'ils ont écouté Tech Café, ils sont sensibles et ils font des propositions pour faire évoluer les choses. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est la bonne attitude. C'est vrai que Recall n'a pas trop convaincu les amateurs de sécurité informatique, d'autant moins quand on s'est rendu compte qu'en fait tout était logué dans une base de données SQL qui pouvait être lue, copiée et exfiltrée par à peu près n'importe qui ayant un accès même non privilégié à l'ordinateur. Il y avait même déjà un utilitaire sur GitHub qui s'appelait Total Recall, évidemment. Alors ne pouvant plus trop nier l'évidence de leur manque flagrant de jugeote, Microsoft annonce 2 changements majeurs dans la version finale. La première, c'est que il sera désactivé par défaut, déjà, donc il faudra volontairement demander à son système de se faire espionner. Pour être espionné, quoi. C'est déjà un progrès, parce que le pouvoir du défaut, c'est très grand. Énormément de gens ne changent jamais les réglages par défaut de leur appareil, d'ailleurs quel qu'il soit. Et bon, deuxième changement évident qu'il y avait à faire, c'est le chiffrement de la base de données. Quelle bonne idée. L'accès à la base de données demandera donc une authentification à chaque fois par Windows Hello. Et vous pouvez aussi exclure des applications ou des sites spécifiques, il semblerait. Alors, les sites spécifiques, ils avaient déjà dit que c'était possible, mais c'était que dans Edge. Ce qui, pour moi, donc, veut dire que ça marche pas, parce que
Faut pas déconner non plus. Donc il y aurait un icône dans la barre des tâches pour bien signaler aussi que l'enregistrement est en cours. Donc Recall va être modifié dans les prochains jours ou semaines, hein. Puis il restera sans doute en preview encore un petit moment. Bon, il faut écouter encore les feedbacks de la communauté, on n'est pas à l'abri d'autres changements. Alors bien sûr, oui, c'est mieux. Mais bon, de mon point de vue, c'est quand même le minimum. C'est même le minimum minimorum, hein, pour reprendre une expression latine et désuète et redondante, parce qu'en fait, ça veut dire juste minimum des minimums, en fait. Ou minimum des minima, si vous avez envie de mélanger les langues. Mais bon, bref, je m'égare. Et donc, il est toujours là, hein, Recall, il est toujours là, ce keylogger sous stéroïde dans Windows 11. Et donc, si quelqu'un peut s'identifier à votre place, en ayant votre code PIN, par exemple, bah, ça reste quand même open bar. Donc c'est mieux, évidemment, c'est mieux, mais je suis toujours pas super fan de l'idée en elle-même. Disons que c'est pas ce qui va me rendre Windows 11 plus séduisant. Remarque, il est même pas exclu que Windows 10 finalement le voit débarquer un jour, on n'en sait rien finalement, parce que Microsoft vient d'annoncer, contre toute attente, enfin en tout cas contre mon attente, qu'il réouvrait les accès en bêta pour Windows 10, pour tester, je cite, de nouvelles fonctionnalités. Ce qui suppose que ce système, Windows 10, hein, qui est censé quand même tirer sa révérence en octobre 2025, devra encore recevoir de nouvelles fonctions. Alors lesquelles et pourquoi? Pourquoi rajouter des trucs à un OS qui va cesser d'être supporté à moins de payer, hein, évidemment pour le mettre sur aspirateur pendant quelques années de plus? Copilot est bien arrivé sur Windows 10, qu'est-ce qui attend Windows 10? Enfin, qu'est-ce qu'il attend après, quoi? Une version de Recall simplifiée, d'autres fonctions IA, je sais pas, c'est possible après tout, hein, même sans NPU, si vous avez une carte graphique, ça peut très bien marcher, hein. En fait, j'en sais rien, mais ce qui ressort des dernières stats, c'est que Microsoft se trouve dans une situation très étrange parce que Windows 10 tourne encore sur plus de 68% des PC, avec Windows 11 et qui grignote des parts de marché, mais très lentement. Il est à 27,67. Pour un système qui est sorti en 2021, c'est pas fabuleux, fabuleux. Et alors, c'est plus équilibré sur les PC de joueurs parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus récents que la moyenne. Et Windows 10 y est encore majoritaire, mais d'une courte tête, à 50,35%, et Windows 11 est à 46%. Quoi qu'il en soit, Windows 10 pèse toujours très lourd. Pour un système en fin de vie, ça pose vraiment question. Ouais, effectivement. Mais je ne comprends pas bien ce qui se passe effectivement sur ce Windows 10. À suivre, on en saura peut-être plus dans les semaines ou les mois à venir, ou pas d'ailleurs. Mais en attendant, il y a Google qui observe ça de loin et qui voudrait bien proposer des fonctions un peu similaires sur ses Chromebooks, Guillaume, des fonctions similaires à Recall, c'est ça? Oui, Microsoft a eu une super idée avec Recall, alors bien sûr, faisons pareil, quoi. C'est ce que se sont dit les ingénieurs de chez Google, sans doute, avant de voir le backlash. Du coup, ils regardent. Ils regardent, ils étudient le terrain avant de se lancer. Mais il y a bien une fonction à la Recall qui est prévue pour Chrome OS, qui s'appelle Oreo Memory. Donc on reste carrément dans le même thème, hein. C'est John Solomon qui est VP de Chrome OS, hein, qui l'évoque dans une interview. Solomon révèle qu'il travaille dessus en essayant de laisser tout le contrôle, tout le contrôle possible, hein, vraiment à l'utilisateur. On pense qu'une telle fonction peut être utile, mais pas tout le temps. Il dit que Recall est flippant parce que les utilisateurs n'en ressentent pas l'utilité, qu'ils n'ont pas le sentiment de l'avoir demandé, et qu'ils voient pas trop à quoi ça pourrait servir tout le temps, quoi. Avec les récents changements de Recall, ce genre de fonction pourrait converger à un moment, et puis bon, peut-être, effectivement, on va en voir un petit peu partout. Alors, si vous n'avez que moyen confiance en Microsoft pour enregistrer toute votre vie et tout garder en totale sécurité, que dire de Google? Parce que c'est pas comme si Google n'enregistrait pas déjà des signaux par milliers qui lui permettent de vous connaître un peu presque mieux que vous-même. Est-ce que vous avez vraiment envie que Google enregistre encore plus de choses? Alors ok, ça sera stocké et traité en local, pour le moment, mais ça reste de la bonne donnée potentiellement exploitable. Un jour, va savoir. Et puis que dire des erreurs, des bourdes et des problèmes, hein, qui sont ponctuels mais qui arrivent en permanence? Parce que Google, il n'est pas du tout à l'abri des grosses bourdes, il est même plutôt habitué. La preuve, c'est cette magnifique fuite obtenue par 404 Media, qui détaille pas moins de 6 ans de bévues, de gaffes, d'impairs, de boulettes, de grosses, petites, de grosses ou petites, hein, de fuites d'informations privées qui donnent pas super envie de donner une grosse mémoire à son Chromebook, je trouve. Alors ça peut être des petites choses, hein, ça peut être des fuites d'emails vite corrigées, ça peut être des plaques d'immatriculation transcrites et stockées automatiquement par Street View, par inadvertance, des milliers d'heures d'enregistrement audio d'enfants parce qu'il y a eu une maladresse sur le clavier, voilà, et que le filtre n'a pas fonctionné, des confusions d'offres de produits qui amènent à une boîte à utiliser des outils grand public qui sont moins sécurisés que les outils pro, des soucis avec des tiers qui utilisent les services Google comme Socratic.org ou Waze, YouTube aussi d'ailleurs qui continue à faire des recommandations en fonction d'un historique que tu as vidé. Bon, j'en passe vraiment plein, et bon, je suis partagé, évidemment. Sur 6 ans, c'est long 6 ans, les erreurs ça arrive, et quand on est une des plus grosses boîtes du monde, forcément il y en a potentiellement beaucoup. Faut pas se faire d'illusions, hein. À mon avis, toutes les grosses boîtes doivent avoir une belle liste de bourdes sur ces 6 dernières années. C'est des erreurs qui ont été corrigées assez vite et qui n'ont pas impacté beaucoup de gens à chaque fois en plus.
Donc on pourrait se dire de manière magnanime, bah, il faudrait qu'ils fassent mieux, mais bon, c'est inévitable à très grande échelle et sur le long terme. Bon, c'est un peu ce qu'on ressent. Mais de l'autre côté, effectivement, ces soucis, ils sont inévitables, effectivement. Et donc, si je peux le moins exposer de choses possibles, bah, c'est pas plus mal. Et donc, ça me met d'autant plus à l'abri de ces petites bornes inévitables et ça me donne d'autant moins envie d'avoir un rememory sur mon Chromebook ou un recall sur mon Windows. Autre fonction, Guillaume, en matière d'intelligence artificielle qui pourrait peut-être demain faire évoluer notre rapport à l'ordinateur dans le monde du travail, c'est une autre approche. Au lieu de capter tout ce qu'on fait pour en restituer des informations avec des requêtes futures, c'est plutôt de faire un alter ego du bon vieux travailleur que nous sommes pour nous représenter en réunion. Pratique, Guillaume? Oui, le futur du travail, c'est vrai que c'est le PDG de Zoom, Eric Yuan, qui a donné une interview à The Verge. Et il aurait peut-être mieux fait de se taire, finalement. Parce qu'il y est quand même allé fort. Il dit que selon lui, d'ici 5 à 6 ans, on peut envisager un futur où cela coulerait douce en terrasse, pendant que son clone ferait la visio à notre place. Voilà, c'est le futur du travail, tu fais bosser ton chatbot. Chatbot basé sur un LLM personnalisé, évidemment, entraîné sur ton propre matos. Et donc voilà, ça ferait parler une sorte de Muppet synthétique en vidéo, pendant une réunion d'une importance cruciale. Donc si tu peux le déléguer à ton zombie numérique, c'est que vraiment ça valait le coup de se réunir. Alors, pas tout le temps. Il y a des fois où effectivement, vous irez en personne aux réunions, et puis des fois où flemme. C'est quasi textuellement ce qu'il dit d'ailleurs. Bon, il dit pas flemme, mais c'est vraiment l'idée. Et bien sûr, donc Neil Patel, le journaliste de The Verge, lui dit poliment, mais les chatbots, ils hallucinent leur vie, c'est pas un peu dangereux? Et là, le mec se démonte pas, il dit, mais c'est le futur. Et dans le futur, voilà, c'est... le futur, c'est comme tous les trucs qui n'existent pas. C'est quand même pratique, le futur. Tu peux en faire ce que tu veux, tu vois. Et donc lui, il se voit comme en 95, au tout début d'Internet. Regarde ce que c'est devenu Internet. Là, c'est pareil pour les chatbots. Avec Transformer 2 ou Transformer 3, ça sera possible. Tout sera possible. Vas-y, bon. Donc on a concrètement un CEO de grosse boîte, pas n'importe laquelle, c'est Zoom quand même, qui fait de la science-fiction. Avec une fonction hypothétique flashy. Et les soucis de sécurité, de toute façon, tout est chiffré de bout en bout, t'inquiète, cocotte. T'inquiète. Bon, je pense qu'il a peut-être pas tout à fait compris la question d'ailleurs, mais techniquement, c'est déjà possible en plus. Je veux dire, on peut déjà le faire. On peut tout à fait fine-tuner un LLM sur votre manière de parler, on peut lui donner votre voix, on peut lui donner la possibilité d'aller piocher dans vos données, c'est typiquement ce que font les copilotes. La voix, donc oui, effectivement, elle peut être clonée et synthétisée très facilement, et quant à la vidéo, vous avez même le choix. Vous prenez une photo, après il vous suffit des méthodes comme Vase 1 ou Emotoker, dont on a parlé ici même il y a quelques mois, pour que vous parliez en vidéo, quoi. Donc tout est prêt. Et les moyens, avec des moyens et des efforts, vous pouvez tout faire. On peut faire un clone interactif de vous qui va sur Zoom potentiellement. Les vraies questions, c'est à quel point c'est fiable, à quel point c'est éthique, et surtout, pourquoi. Pour la fiabilité, c'est assez évident que c'est nul, parce que vous ne contrôlez pas ce que va dire le chatbot. Vous n'êtes pas sûr qu'il ne va pas inventer des trucs pendant la réunion, ou après, au moment de faire son rapport, parce qu'il va vous faire un rapport quand même, vous n'avez aucune certitude non plus qu'il ne va pas partir sur d'autres sujets, qu'il ne va pas partir en why, qu'il ne va pas raconter des trucs, même vrais, que vous n'avez pas du tout envie qu'il raconte, qu'il ne va pas commencer à essayer de draguer la vice-présidente. Bon, enfin voilà, donc vous n'avez aucune assurance qu'il se comporte comme vous, ou comme vous le voulez. Et ça, c'est pas prêt de changer tout de suite. Et puis, est-ce que vous allez révéler que c'est pas vous? Parce que si vous révélez que c'est pas vous, c'est quand même un petit manque de respect. Non, mais j'ai envoyé mon clone, je m'en fous. Ça veut dire je m'en fous quand même. Et si vous le faites pas, si vous le révélez pas, c'est carrément de la tromperie. Donc il y a un vrai quand même problème éthique. Et se pose la question naturellement de pourquoi vous feriez ça. Vous serez pas le seul à le faire en plus. Parce que si c'est possible, tout le monde va le faire. Donc on aura des avatars qui parlent d'autres avatars à 50 ou 80%. Si une réunion est peuplée en majorité d'avatars, vaut peut-être mieux pas faire la réunion. Mais bon, c'est quand même dingue de voir un CEO essayer de nous faire rêver en nous proposant des fonctions de science-fiction dystopiques. Parce qu'en fait, c'est dystopique en vrai. Et Black Mirror, c'est pas une idée à la reproduire, c'est l'inverse, c'est comme Ready Player One. Guillaume, je ne sais pas qu'en penser, mais je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me rend extrêmement mal à l'aise à l'idée qu'un avatar demain discute à un autre avatar et que des humains comme ça, cela coule douce entre guillemets, je sais pas. Ça me fait penser à... Merde, quel est ce film? Wall-E? Non, Wall-E c'est le personnage. Wall-E, Wall-E, dans Wall-E, effectivement, on a des robots, mais bon, c'est des robots ferrailleurs, on voit pas trop de robots qui se parlent entre eux. Mais bon, on peut imaginer des excuse-moi, le parallèle, c'était le fait d'avoir les humains qui sont dans des sièges et qui sont tellement inactifs, qui sont gras. Non, mais après, on peut se dire, voilà, on envoie nos C6PO, quoi. C'est 6PO, en fait. On t'envoie 6PO pour ton propre 6PO, pour discuter avec les 6PO d'autres gens, et puis après, ils te font leur rapport, je sais pas, peut-être.
Et le futur, c'est devenu c'est le futur, ça va marcher. C'est devenu le ta gueule, c'est magique des scénarios. Et on adore ça. Ou pas. Et on termine, Guillaume, avec une intelligence plus fédérale, c'est ça? Ouais, vous avez certainement remarqué, mais les régulateurs ont la détente plus facile ces derniers temps en matière d'antitrust. Donc les concentrations et les ascensions fulgurantes voilà, provoquées par l'essor spectaculaire de l'IA ne pouvaient que difficilement passer sous les radars, ou aussi. Microsoft a récemment, alors engageté, inflexion, engageté c'est un mot valise que j'emprunte finalement à la presse anglo-saxonne qui parle de acquire. Acquire avec un H en fait, acquire qui veut dire acquérir et hire qui veut dire engager. Donc ils ont acquire, ils ont donc engageté Inflection, puisqu'ils n'ont pas vraiment acheté la boîte, mais ils ont juste engagé tout le monde dedans, en fait, et licencié leur propriété intellectuelle pour 650 millions quand même. Et donc la FTC a bien envie de s'arrêter 2 minutes sur ce mot valise pour savoir lequel, finalement, d'engager ou d'acheter a le plus de poids. Si c'est le mot acheter, Microsoft n'a pas communiqué du tout à la FTC comme il l'aurait dû sur ce truc-là, et donc elle veut effectivement avoir tout le dossier pour pouvoir donner son feu vert, ou pas. Techniquement, Inflection existe toujours, mais Microsoft se renforce encore dans le secteur de l'IA alors qu'il a ses propres labos, qui sont pas petits, et puis il a sa collaboration avec OpenAI, laquelle fait aussi l'objet d'une enquête, mais de l'Europe cette fois. Donc la FTC avait déjà lancé une enquête un peu générale sur tout le monde, OpenAI, Microsoft, mais aussi Amazon et Anthropic, et Alphabet d'ailleurs, pour faire de bonnes mesures. Et parallèlement à ça, on a le département de la justice américain aussi qui lance une enquête sur une possible position dominante de Nvidia. Donc Nvidia, il est dominant sur le marché des puces pour l'IA, c'est même pas une question, c'est évident. D'ailleurs, il possède 88% du marché des GPU, et il pèse autant, voire plus qu'Apple en termes de capitalisation boursière. Donc le Department of Justice va devoir déterminer si c'est un problème par rapport à la loi, et si Nvidia peut être accusé de forcer ses utilisateurs dans son écosystème de manière abusive. En gros, on peut ramener ça à est-ce que l'exclusivité de CUDA aux puces Nvidia pose un problème en termes d'antitrust. Puis il y a aussi la question de si Nvidia traite tous ses clients d'une manière équitable et tout ça. Bon, à voir. C'est vrai que le secteur a grossi très vite et que tout ça change beaucoup et souvent, et on a parfois des surprises d'ailleurs quand on s'intéresse aux détails de certaines boîtes et de ces cadres. Alors, on avait parlé de Sam Altman la dernière fois, et bon, on va en reparler un petit peu parce que il est rigolo. Il est désormais responsable de la sécurité des modèles OpenAI, on en avait parlé la dernière fois. Donc il est autant responsable de la sécurité que de les vendre à tout le monde. Donc c'est un garçon très éclectique, tellement éclectique qu'il a vraiment plein de casquettes, puisque on a appris cette semaine qu'il était aussi directeur du conseil d'administration d'Elion, qui est une boîte qui veut faire de la fusion thermonucléaire. Et qui a quand même il a quand même une part dans Elion de 375 millions de dollars. Et il se trouve qu'OpenAI sera en train de négocier avec Elion un contrat pour lui acheter de l'électricité. De l'électricité hypothétique. Parce que l'électricité thermonucléaire, donc elle n'existe pas encore. Donc Sam Grand Prince ne prend pas part à ces négociations, tu comprends, déontologie, conflit d'intérêt, tout ça, bien sûr, bien sûr. Elion est sans doute très loin de toute façon d'avoir un réacteur fonctionnel, mais il est possible qu'OpenAI finance une partie de la R&D finalement d'Elion. Allez savoir. Donc s'il en ressort surtout, c'est qu'il faut la transparence, quoi. Il y a des gens qui sont prêts à raconter des trucs, d'ailleurs, il y a des lanceurs d'alerte, il semblerait, qui sont sur le point de lâcher des trucs, mais ils veulent plus de protection. Et on le sait ça parce qu'il y a 13 employés ou ex-employés d'OpenAI, DeepMind et Anthropic qui ont signé une lettre ouverte appelant essentiellement à des protections pour les lanceurs d'alerte du secteur, quoi. Donc ils demandent que les boîtes ne forcent pas à signer des accords de non-dénigrement. Oui, OpenAI, on te regarde. Qu'elles mettent en place des possibilités de s'exprimer anonymement sur les risques perçus par les employés, que ce soit en interne ou en externe. Ils demandent aussi une protection contre les mesures de rétorsion contre les employés qui auraient exprimé leurs craintes, et pour finir, une culture plus ouverte à la critique constructive. On peut rêver. La lettre est lisible, et c'est sur un site qui s'appelle Right to Warn, donc le droit d'alerter, et elle a reçu le soutien de Yoshua Bengio, quand même, Geoffrey Hinton et Stuart Russell. Ok, merci Guillaume. On peut enchaîner du coup sur une autre rubrique, celle qui va nous permettre de conclure cet épisode de Ta Café. C'est toute une série encore de jeux vidéo. Je redoute la question, Guillaume, où tu vas me demander est-ce qu'il y a des choses que j'ai retenues, parce que je suis évidemment plongé, comme vous le savez, dans quelques jeux comme ça épars. J'ai même relancé Elden Ring parce que je me prépare à l'extension, et je vois la quantité de jeux ahurissants.
intéressante. Alors, je m'en réjouis parce que je suis sûr que les gens trouvent plusieurs cordes à leur arc et sont sensibles à au moins une partie des choses qui sont annoncées. Et je suis vraiment très heureux de vivre une époque où il y a autant de jeux. Mais il y a un petit peu mon côté FOMO qui revient au grand galop et mon angoisse de voir cette avalanche de jeux pour lesquels je sais que je n'aurai jamais le temps de passer les moindres minutes. Guillaume, c'était le Summer Game Fest. Oui, pleure. Pleure, toi qui n'as pas de Xbox en plus, pleure. Mais c'est vrai, le pire, parce que, alors là, évidemment, il y a eu beaucoup de choses, parce que c'est le Summer Game Fest. C'est le show qui remplace oui, l'E-Cube, qui est organisé par l'omniprésent Geoff Keighley, qui fait aussi par ailleurs les Game Awards. Donc on a plein de trucs, évidemment, on a eu énormément d'annonces de jeux cette semaine, hein, donc des trucs qu'on connaissait plus ou moins, voilà, il y a eu vraiment plein de bandes annonces, connues ou pas connues à l'avance, on a été vraiment servi. En lui-même, le Summer Game Fest a commencé assez doux, hein, avec un tunnel d'annonces assez porté sur les indés quand même, plus. Alors, il y avait des gros trucs, hein, quand même, il y avait des gros trucs pas inintéressants pour autant. On pourra noter Civilization 7, quand même, bien sûr, le prochain pack de Street Fighter 6, ou le Dragon Ball Sparkling Zero, ou Kingdom Come Deliverance 2, qui, moi, m'intéresse pas mal, ou Dune Awakening, aussi, voilà, quand même des gros trucs. Mais la vedette a été volée par Star Wars Outlaw, qui est clairement impressionnant et qui pourra faire un bien fou à Ubisoft, hein, si toutes ces qualités se confirment. Il y a eu d'ailleurs, parce qu'en plus, il y a eu les Summer Game Fest, donc après il y a eu le Xbox Showcase, on va en parler peut-être un petit peu aussi, un petit peu. Et puis après, il y a eu le Ubisoft Forward. Et dans l'Ubisoft Forward, on a pu voir beaucoup plus longuement Star Wars Outlaw et Assassin's Creed Shadow, donc Assassin's Creed Japon, hein, tout simplement, qui ont l'air très cool, franchement, qui ont l'air vraiment très bien. Alors bon, voilà, il faudra voir à terme, mais disons, ça s'annonce vraiment pas mal, quoi. Donc c'était quand même des belles annonces, et ça aussi, c'était intéressant. Et il y avait aussi, donc, dans un premier temps, à la Summer Game Fest, des jeux un petit peu plus modestes, hein, néanmoins fort jolis, hein, comme Neva. Neva qui est fait par les créateurs de Gris, et Gris, qui est un jeu à faire, à mon avis, c'est un jeu en 2D très très beau, très très esthétique, quoi, qui est très souvent en solde en plus, hein, c'est très délicat, très agréable. Mais le truc qui m'a le plus marqué, c'est un truc qui n'est pas forcément très marquant en soi, mais c'est la situation, c'est Lego Horizon. C'est Lego Horizon Zero Dawn. Je sais pas si tu as vu, ils ont fait... Oui, je l'ai vu. Ils ont fait un jeu Lego dans l'univers de Horizon Zero Dawn, donc la licence de Sony, la licence phare de Sony. Hein. Et c'est clairement le premier cheval de Troie officiel de Sony. C'est super marrant parce que c'est un pur jeu Lego, donc comme ça en a déjà fait des dizaines, hein, des mignons, hein, des très fun. Bon, lui aussi, il a l'air mignon et très fun. Il est clairement destiné à un public plus jeune, hein, clairement. Et il est dans l'univers d'une licence PlayStation phare Horizon. Donc le but évident, c'est d'aller chercher des joueurs plus jeunes, jusque sur Switch, pour les habituer à l'univers Horizon, et pour qu'ils aient envie d'acheter une PlayStation quand ils seront grands. Ces jeux Lego, parce que ce jeu Lego, là, il est dispo sur PlayStation, sur PC et sur Switch, mais pas sur Xbox d'ailleurs. Alors, rien de tout ça n'est un hasard, il y a plein d'autres trucs, évidemment, qui ont été aussi annoncés au Summer Game Fest. Il y a une autre annonce que je retiens d'ailleurs, c'est la sortie prochaine du DLC et de la version physique d'Alan Wake 2. Parce qu'Alan Wake 2, souvenez-vous, c'était un des premiers, si ce n'était peut-être le premier, vraiment gros AAA, à faire le pari de la vente tout des maths. 100% dématérialisé. Pari perdu, manifestement, puisqu'il semble que Remedy ait raté suffisamment de ventes comme ça pour finalement sortir le jeu en disque. La philosophie du tout des maths, finalement, et du tout abonnement hein, de Xbox, elle est quand même vraiment à remettre en question, parce que c'est pas clair que ça marche si bien que ça, manifestement. Cela dit, donc, après la keynote, si tu veux, du Summer Game Fest, il y a eu le Xbox Showcase. Et là, du coup, voilà, puisqu'on parle de Xbox, c'est parfait. On peut dire que c'était une conférence très réussie, avec vraiment beaucoup de trucs qui donnent envie, voilà, des trucs qui tâchent, quoi. Hein. C'était vrai que c'était un petit peu qui tout double, comme pour Macron. On n'en a pas trop cité ici. Mais on n'a pas trop parlé de ça ici, mais le mois dernier, la marque Xbox a eu une très mauvaise passe. Je ne sais pas si vous en avez parlé, il me semble pas qu'on ait trop parlé. Non, mais... on ne l'a pas du tout relayé. Bon, vous l'avez certainement vu passer un petit peu de droite à gauche, évidemment, ça a fait beaucoup parler. Il y a eu des vagues de licenciements massives et abusives. Hein. Je pense qu'on peut dire sans rougir que c'est abusif, hein, vu les studios fermés. Et surtout, complètement contradictoire avec la stratégie annoncée et la communication de Xbox, hein, clairement. Et donc, on rajoute à ça un silence ou une langue de bois remarquable, hein, des cadres qui ont daigné s'exprimer. Phil Spencer lui-même n'a repris la parole que là maintenant, hein, pour les Xbox Showcase. Hein, il boudait, je sais pas. Donc on avait une image de marque ternie, sans stratégie, le tout nappé de chiffres de vente décevants, hein, qui faisait quand même vraiment craindre pour l'avenir de Xbox. Tout ça reste d'actualité. C'est pas parce que l'Xbox Showcase s'est très bien passé que tout est oublié, hein, certainement pas. Mais ça montre bien que
voilà, pour rester un minimum crédible en tant que constructeur, Microsoft, Xbox avait la pression de vendre du rêve. Et pour le coup, ils ont quand même réussi à maintenir une petite flamme allumée, parce qu'il y a eu vraiment de très grosses licences. Hein. Il y avait que les Call of, évidemment, bien entendu. Mais il y a aussi eu Doom, Gears of War, Flight Simulator, Indiana Jones, Fable, et ils ont tous envoyé du très lourd. C'est simple à tout, ces jeux-là sont magnifiques. Fable semble absolument sublime. Flight Simulator, il monte encore d'un cran dans le réalisme, alors que la barre était vraiment déjà très haute avec le 2020. Ça vend vraiment du rêve, c'est incroyable. Flight Simulator, il a l'air aussi beau. Flight Simulator 2020, il était incroyable quand tu étais vraiment en altitude. Après, quand elle est un petit peu plus près, c'était bon, ça dépendait des fois. Là, ça a l'air magnifique à toutes les altitudes. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'activités qui sont faites au ras du sol, voire même au sol, et avec des avions qui volent pas très haut. Enfin, vraiment, ils ont forcé là-dessus. Ça a l'air absolument incroyable. On a eu en plus des nouvelles de quelques arlésiennes, hein, comme Dragon Age, Perfect Dark ou Avowed, ou State of Decay d'ailleurs. On a le retour de vieux amis en mode remake avec Metal Gear Solid 3 ou Age of Mythology. On a aussi des titres très attendus. On a vu pas mal de titres comme Stalker 2 ou Assassin's Creed Shadow, donc aussi. Assassin Japon. Et on saupoudre un petit peu le tout avec des bonnes surprises, comme un mixtape, hein, ou un nouveau Life is Strange, ou Winterborough, un jeu avec des souris. Qui n'aime pas les jeux avec des souris? Je veux dire, c'est impossible. Même moi, je me suis pas remis de Moss. et j'en passe, donc c'était vraiment du solide. Donc on a eu l'annonce aussi d'une nouvelle console. Bon, en fait, on s'en fout complètement, hein, puisque c'est juste une Series X sans disque, donc rien à battre. D'ailleurs, si vous voulez mon avis... il n'y a pas des sous-versions de stockage aussi différentes? Oui, il y a une Xbox Series X à 2 Tera. Bon, enfin, voilà. Honnêtement, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, les consoles sans disque, je sais pas trop. Ils ont voulu sortir ils ont voulu sortir la Series X sans disque, et enfin la Series S, pardon, sans disque. Bon, le fait qu'elle soit sans disque n'est peut-être pas le plus gros problème, encore que je sais pas, mais toujours est-il que cette Series S, c'est pas clair qu'elle aide à vendre plein de Xbox, parce que vu les chiffres, ils s'en vendent pas plein de Xbox, donc c'est pas sûr que ça ait aidé tant que ça. Et pour le coup, par contre, elle emmerde beaucoup les développeurs. Et donc, du coup, à mon avis, c'était une erreur, parce que voilà, quoi, c'est une fragmentation technique de la plateforme. C'est-à-dire que Microsoft, tout seul, a fragmenté sa plateforme. Et ça emmerde. Je crois que l'exemple le plus frappant, c'est la Xbox Series S qui n'accepte pas de jouer à 2 joueurs en local à écran splitté à Baldur's Gate 3, par exemple. Voilà, Baldur's Gate 3, c'est un exemple très concret. C'est un exemple, c'est certainement pas les seuls, mais c'est un exemple clair où on sait que les développeurs ont galéré à faire rentrer le truc sur Series S. Et ça, c'est certainement arrivé assez souvent, quoi. Donc, pour moi, la Series S, c'est clairement une erreur, quoi. D'ailleurs, Sony n'a pas fait la même erreur. En résumé, le Xbox Showcase, c'était un succès. Attention, beaucoup de ces jeux, néanmoins, sont pour 2025, comme Fable, ou carrément n'ont pas de date de sortie. Donc, faut tempérer un petit peu nos ardeurs quand même. Flight Simulator arrive en octobre, je crois, et perso, je crois que ça va me suffire. Hein. Il y a tellement de jeux, c'est incroyable. L'extension d'Elden Ring qui arrive dans quoi, une dizaine de jours maintenant. J'ai relancé Elden Ring, j'étais extrêmement rouillé, hein. Je n'arrivais à taper aucun mob, à tuer aucun mob. J'étais vraiment paumé. Il a fallu un petit peu de temps avant que j'arrive à m'y retrouver. Merci Guillaume pour cette revue complète de l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo et de l'intelligence artificielle, et même, tenez-vous bien, de l'Apple Intelligence. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez passé un bon moment, et surtout que ça vous a permis de vous actualiser sur les nouvelles technologies. Si jamais c'est le cas, je vous invite évidemment à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé et envisager un soutien pour le prix d'un café par semaine, et vous profitez en échange, je vous rappelle, du flux qui vous permet de rajouter le podcast dans votre app, mais sans la pub. Et puis surtout, vous avez la conviction de soutenir très concrètement un travail utile et divertissant qui vous manquerait si les épisodes n'étaient plus dispo. Rendez-vous également sur tacafé.fr dans les commentaires et sur le serveur Discord, tacafé.fr/Discord, pour échanger entre vous et avec nous. Et bien entendu, un endroit absolument incontournable que Guillaume va vous révéler, et tu vas pouvoir nous dire où on va pouvoir enfin te retrouver, Guillaume. Écoute, sur ma Series X, parce que je vais d'ores et déjà commencer à faire de la place sur mon SSD pour Flight Simulator 2024, parce que c'est un truc qui va peser 400 Go, je pense, non? Le précédent, c'était déjà un monstre affreux avec tous ces DLC, genre c'était un délire. Donc, je pense que 2024, ça va être lourd. T'es adepte, toi, de Flight Simulator? Ouais, moi j'aime beaucoup Flight Simulator depuis très longtemps, en fait. J'ai joué, mon premier Flight Simulator, c'était le numéro 3. Donc c'était dans les années 80, quoi. Donc, t'arrives à décoller et à te poser sans t'écraser facilement? À me poser, non, pas toujours, mais en fait, c'est devenu très accessible en réalité, et là, je peux toujours te dire que j'y joue beaucoup plus en mode touriste qu'en mode simu. Hein.
D'accord, ok. Très bien, merci beaucoup Guillaume, merci pour votre fidélité, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et raisonnablement, on peut le dire également, dans un épisode supplément que vous a concocté aussi Guillaume Poggiaspala, qui paraîtra dans quelques jours. Merci beaucoup pour votre fidélité, ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.